est-ce qu'il y a une saga télévisuelle plus marquante que Star Trek? C'est pas une question, c'est purement rhétorique. Je crois sincèrement qu'il n'y a pas de série plus marquante que Star Trek pour sa longévité, sa diversité de son propos et de ses thématiques, et sa qualité toujours constante. De la série originale à aujourd'hui, avec Lower Decks, Strange New Worlds et Discovery, il y a tellement à explorer que ça reste une des sagas les plus agréables à regarder. Même avec le petit côté vieillot délicieusement kitsch, la modernité des propos et des personnages fait passer la pilule des pattes d'EF et des chemisettes à franges. Star Trek, c'est une des idées de SF les plus belles et les plus profondes, et il était temps que je dédie une vidéo à chacune des séries. Et on va commencer pas avec ma préférée, je détourne vos attentes telles les showrunners de Game of Thrones, mais la série la plus aimée de nos jours de l'univers, Deep Space Nine. Générique. Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe. Et oui, mine de rien, à force de parler de l'univers Star Trek, notamment sur Twitter, j'ai découvert à ma grande surprise que la série préférée de beaucoup de Trekkies n'était pas ma bien-aimée Next Generation, ou même l'original, mais Deep Space Nine. J'avoue, celle avec laquelle j'avais le moins d'affinité à la base. Je me suis donc, en juin 2023, dédiée à me refaire toutes les séries, en plus de celles en cours que sont Discovery, Lower Decks et Strange New Worlds, et la regrettée Prodigy. Et j'ai donc commencé par Deep Space Nine, sorti entre 1993 et 1999, que je n'avais pas vu depuis bien 15 ans, facile, ça nous rajeunit pas. Autant vous dire que c'était bien flou, tout ça. Donc, qu'est-ce qui se trame dans Deep Space Nine ? Le capitaine de Starfleet, Benjamin Sisko, interprété par Avery Brooks, prend le commandement de la station spatiale Deep Space Nine, à la base orbitant autour de la planète Bajor, mais déplacée vers un trou de verre proche, découvert par Sisko et habité par des entités étranges. Il doit donc gérer le secteur, le trou de verre servant à relier le cadran alpha et le cadran gamma, inexploré, et donc un puissant enjeu politique et économique. Mais rien n'est bien simple, le gouvernement Bajoran étant extrêmement instable après une occupation par les Cardassians, aucun lien fils unique, mais aussi face au groupe terroriste des Maquis, aucun lien fils unique toujours, et du Dominion, la principale gouvernance du cadran gamma. Comme d'habitude avec les séries, petit tour d'horizon des personnages pour vous y retrouver, sachant qu'on a déjà parlé du capitaine. Le constable Odo, le chef de la sécurité, un change-peau interprété par Robert Auberjonois, qui n'est pas français comme on pourrait s'y attendre avec un nom pareil. Le lieutenant Jadzia Dax, l'officier scientifique du DS9, interprété par Terry Farrell, une Trill ayant déjà vécu cette vie. Le docteur Julian Bashir, le médecin du DS9, joué par Doran Martell, Alexander Siddig. La major Kira Nerys, une officier de liaison du gouvernement Bajoran, interprétée par Nana Visitor. Le lieutenant Commander Worf, qui arrivera plus tard dans la série, est interprété par Michael Dorn comme dans Next Generation. Jake Sisko, le fils de Benjamin, joué par Cyrock Lofton. Le premier maître O'Brien, le chef des opérations, joué comme dans Next Generation par Colm Meaney. Et Quark, barman et marchand Ferengi, joué par Armin Shimmerman. Ouais, je sais, ça fait beaucoup, mais avec leur tête, ça va, on s'y retrouve. Un petit peu. A noter que cette série, la troisième de la saga, est la première à ne pas avoir été créée par Gene Roddenberry. La religion. Je veux dire, la religion et la spiritualité, c'est littéralement l'élément central de cette série. Les Bajorans, une des espèces les plus mises en avant de la série, notamment via Kira Nerys, croient que les êtres qui vivent dans le trou de verre, qu'ils nomment le Temple Céleste, proche de la station, sont des prophètes les guidant, et qui semblent en effet vouloir contrôler le destin des Bajorans. Sisko est prophétisé comme étant la figure de l'émissaire, avec un grand E, apparaissant dans leur texte sacré, celui qui les mènera vers la rédemption. Littéralement, Space Jesus, dont l'arc est central à la série. La série explore également beaucoup les thèmes de la foi, voire même du fanatisme, lorsqu'une prêtresse Bajoran empêche Keiko de parler de science aux enfants de la station, mais aussi de l'interférence de la religion dans le pouvoir et le gouvernement. Sisko incarne l'opposition entre la science et la rationalité de Starfleet, et le caractère religieux des Bajorans, d'où son rôle d'émissaire. Et puis il y a Dukat, un hérétique qui se proclame lui-même émissaire, convaincu que la domination cardassienne sur les Bajorans était justifiée, les prophètes ne les ayant pas interrompus.
Bref, tout un bazar qui est le ressort central du récit de la série. La guerre. Les conséquences de l'occupation cardassienne sur Bajoran, notamment l'effort de reconstruction, sont souvent mises en avant dans la série. On voit les traumatismes de la guerre, les sacrifices faits, notamment au travers des personnages de Kira et de Miles, qui ont combattu pendant l'occupation. Mais aussi avec Dukat et Garak, des moments plutôt dark pour Star Trek. Et puis on y suit le déroulement de deux guerres distinctes, une première avec l'invasion de Cardassian Prime par les Klingons, qui refuseront d'admettre leurs fautes et briseront leur alliance avec la Fédération. Et une seconde guerre qui éclate avec le Dominion, qui s'associe avec les Cardassians, forçant les Klingons à se retirer et à s'unir à nouveau avec la Fédération, ainsi que les Romuliens et les Brins, et Odo aidant les Korrigans. Ouais, un sacré bordel. Et même avant que les guerres n'éclatent, la menace constante des Maquis et du Dominion, ainsi que les manigances politiques des Cardassians, sont très présentes dans le récit des premières saisons. Les relations interpersonnelles. Star Trek, c'est avant tout une grande famille confinée dans un gros bateau de l'espace. Et les relations entre les personnages sont plus que jamais mises en avant ici, car nous y suivons beaucoup le quotidien de l'équipage. On voit par exemple le lien fort unissant Sisko et son fils Jake, mais aussi la famille de Miles et Keiko, l'amitié, wink wink, qui unit Miles et Bashir et Garak, Kira et Odo, Quark et sa famille contre l'establishment Ferengi, la bromance entre Jadzia et Sisko, bref, les liens entre les personnages, leurs engueulades, rigolades, etc. sont vraiment le cœur du récit, et ce par quoi on s'attache à l'histoire. Chacun ayant leur petit truc mignon bien à eux. Jadzia et sa connaissance du monde Klingon, Sisko et son amour de la cuisine, Bashir et ses délires à la James Bond dans l'holodeck, mais c'est aussi le cas avec des personnages comme Dukat, son lien avec les Bajorans beaucoup plus flou qu'il n'y paraît. Le fait d'avoir autant de personnages différents, divers dans leur motivation, personnalité et reconnaissables parfaitement, montre le talent d'écriture de la série. Le voyage temporel. Alors c'est moins évident dans une série où par définition on ne bouge pas puisqu'on est sur une station spatiale, mais il y a différentes formes de voyage et DS9 ne se prive pas pour les explorer, notamment donc le voyage temporel, les héros faisant régulièrement des bonds dans le passé, notamment dans le 21e siècle et ça fait pas super plaise. Il y a même un épisode avec une planète qui pop dans l'espace-temps tous les 60 ans. Le voyage, bien sûr, est aussi abordé avec la recherche de contrôle et de produits du cadran gamma avant la rencontre avec le Dominion, ainsi que le voyage intérieur, notamment au travers de Sisko et de ses rencontres avec le prophète et son acceptation de son rôle d'émissaire. Je ne m'étendrai pas plus sur le sujet, sachez juste que c'est une thématique qui revient énormément dans la série. L'exil et le sens. La quête de sens des personnages est une des thématiques les plus abordées par la série. On a déjà parlé de Sisko, mais le personnage avec l'arc le plus mémorable à ce niveau est sûrement Odo, un change-peau qui ne sait rien de son passé et dont l'aspect un peu, voire même carrément dérangeant, ainsi que son manque de sentiments et de besoins biologiques, lui empêche parfois de se lier à l'équipage. Son arc est le plus fascinant pour moi dans sa recherche d'identité et sa découverte d'humanité. J'ai juste adoré. Et puis, avec le double sens de l'exil, il y a Garak, un ancien espion reconverti en tailleur, mais dont l'appétence politique et les connaissances du gouvernement cardassien servira à l'équipage, alors que lui-même doit apprendre à gérer son exil et sa recherche de qui il est vraiment. Kira a un parcours un petit peu similaire, devant souvent mettre en opposition son appartenance à Bajoran et son rôle auprès de Starfleet. Et dans une moindre mesure, on a aussi Quark qui fait également cette démarche, notamment lorsque Rome change ou abandonne certaines pratiques Ferengi, notamment en lançant une union de travailleurs dans le bar. Idem quand Nog rejoint Starfleet, une première pour un Ferengi. De nombreux personnages sont en quête de qui ils sont, comme Bashir, de qui ils ont envie d'être, comme Nog, et c'est ce qui les rend aussi attachants et humains, et ce qui interpelle dans la série. Les personnages. C'est basique avec Star Trek, mais ça n'en reste pas moins vrai. Ce sont les personnages qui nous font suivre l'intrigue et nous font accrocher à l'univers. Et c'est d'autant plus vrai dans cette série, qui offre un regard particulièrement quotidien sur l'équipage, ses occupations et habitudes, mais beaucoup plus en tout cas que ne le faisait l'original ou même Next Generation, qui restait quand même très en surface sur la question en dehors de quelques aventures de Picard à Port Aventura. Ici, nous suivons beaucoup plus le quotidien du lien entre Benjamin et son fils, qui est très chouette à voir car on voit l'amour et le respect qu'ils ont l'un pour l'autre, à l'amitié de Jake et Nog, qui s'éloignent des traditions Ferengi, aux Ferengi eux-mêmes, mais aussi Odo et sa quête d'identité, que je détestais à l'époque, mais qui est maintenant mon personnage préféré, aux polycules entre Miles, Keiko, Julian et Garak. Bref, on s'attache à eux parce que non seulement ils sont tous différents, bien écrits et bien interprétés, mais parce qu'on suit leur vie, leurs difficultés et leurs victoires, et leur évolution est palpable.
Ils ont tous un chemin et un arc à parcourir, et on sent qu'ils ont eu une vie avant la série. Un remarquable travail d'écriture qui permet une vraie immersion dans cet univers. Le développement de l'histoire. Même si certains éléments sont récurrents dans les 2 premières séries Star Trek, Khan ou Q par exemple, Deep Space Nine est la première à avoir un véritable fil rouge et un développement d'un point A à un point B tout au long de la série. La prophétisation de Benjamin et la guerre entre les Cardassians et les Bajorans, qui revient constamment dans la vie de l'équipage. Même si, comme dans les 2 autres séries, les éléments perturbateurs secondaires sont en général réglés en 1 voire 2 épisodes, avec les menaces constantes que sont les Cardassians, les Maquis et le Dominion. Ça montre une vraie différence avec la manière de créer de Roddenberry, plutôt en mode sitcom, où un épisode égale un obstacle à franchir en moins de 40 minutes. Ici, l'histoire est filée de manière beaucoup plus moderne et très plaisante parce que du coup, elle force à regarder l'histoire dans l'ordre et dans sa globalité, et ce jusqu'au bout. Pour une conclusion qui, honnêtement, n'a pas à rougir. Bon, ça reste relativement du one-shot pour la plupart des épisodes, mais on a quand même ce fameux fil rouge. La controverse Babylon 5. Bon, je sais que si j'en parle pas, ça va sortir, parce qu'on n'a pas arrêté de le faire quand je regardais la série. Dire que DS9 a pompé sur Babylon 5, parce que les 2 se passent dans une station spatiale, c'est débile. Parce que c'est facilement démontable. Déjà, la Paramount voulait sortir une nouvelle série Star Trek, mais sa sortie chevauchait avec la fin de Next Generation sur 2 saisons. 2 séries similaires dans un vaisseau qui visite l'univers, c'était pas forcément la meilleure idée du siècle, mais sortie à ce moment-là pour bénéficier de l'effet tremplin et de l'audience de TNG, tout en proposant quelque chose de suffisamment différent pour intéresser les fans. Pour rester dans l'idée space opéra et l'univers Trek, il y avait donc 2 choix possibles, la station spatiale et la colonie. C'était la colonie qui avait été choisie au début, mais au final trop chère à produire pour l'époque, et c'est donc la station qui a été retenue. Et puis, de toute façon, quand on fait un space opéra où on mélange politique et foi, il n'y a pas 40 solutions. Forcément, il y a des similarités, mais à chaque fois que je vois arriver le sujet, je sens plus la frustration des fans de Babylon 5 que la vraie critique de DS9. La diversité des propositions. Et ouais, amis anti-woke, Deep Space Nine, c'est l'ouverture de Star Trek à des thématiques et des discussions qui n'avaient jusque-là jamais été vues de manière aussi frontale dans l'univers de la série. Même si elle était bien sûr déjà précurseur à ce niveau. Le personnage principal en la personne de Benjamin Sisko est, vous l'avez sûrement vu, une personne de couleur et est littéralement Jésus. Présenté comme un homme droit, intègre, dur mais juste, et comme un très bon père avec son fils Jake, avec qui il est présenté comme aimant et affectueux. Même s'il lui offre des pulls moches, vraiment ce gamin c'est le gosse le plus mal fringué que j'ai jamais vu, même Wesley Crusher était mieux habillé. Avec les Trill, DS9 a aussi pas mal exploré les sujets queer, la race étant littéralement transgenre, et changeant de sexe à chaque vie ou presque. Le personnage de Jadzia étant ouvertement bisexuel. On a même droit à un bisou lesbien d'anthologie qui en a fait rêver plus d'un. Moi y compris. C'est aussi exploré avec Miles, qui est marié à Keiko, mais aussi son affection pour Julian Bashir, lui-même ayant un crush sur Garak, ce qui est présenté souvent par les fans comme un polycule, et je suis d'accord avec cette analyse. Et puis, on va pas se mentir, ça se chope en interespèces tous les 2 épisodes. DS9 est résolument queer. En dehors de cet aspect, DS9 a ouvert la discussion sur des sujets jusque-là très peu évoqués dans Star Trek, notamment la religion, mais aussi les conséquences de la guerre et des jeux de pouvoir, mais tout en étant beaucoup plus drôle que TOS et TNG. Un mélange intéressant qui me conduit à mon dernier point, un Star Trek unique. Sûrement parce que c'est la première à ne pas avoir été créée par le papa de la saga, elle est unique dans sa continuité. Déjà parce qu'elle ne se passe pas dans un vaisseau d'exploration, ce qui reviendra ensuite dans Voyager, Discovery, Enterprise, Lower Decks, Strange New Worlds et un petit peu dans Prodigy, mais sur une station, avec donc une narration forcément différente. En règle générale, le côté sombre de la série a été un vrai changement par rapport aux 2 autres. Oui, elle est plus quotidienne, contient plus d'humour, notamment avec les Ferengi, mais elle aborde des sujets jusque-là peu vécus par le casting original, et donc de manière plus frontale, notamment les conséquences de la guerre entre les Bajorans et les Cardassiens, et la menace du Dominion et des Maquis, mais aussi un Starfleet beaucoup plus nuancé et moins youhou, on s'aime tous, beaucoup plus militariste. Également, Roddenberry croyant fermement en la sécularité des gouvernements, les séries originales appuyaient beaucoup sur l'athéisme des personnages, présentant les religions comme limite une perte de temps, alors qu'ici, on accepte beaucoup plus le débat en le mettant au premier plan de l'histoire avec l'arc de Sisko. C'est super culotté et ça montre la cassure entre le Star Trek pré- et post-Roddenberry, je trouve, pour le meilleur. DS9, comme toutes les séries Star Trek, a son identité propre, reconnaissable, tout en étant très au courant de son origine, notamment en réutilisant Worf et Miles, à la fois le respect de ce qui a été fait avant et la volonté de créer quelque chose de nouveau. C'est très fort.
Bien que Next Generation reste ma série favorite de l'univers, j'ai de l'affection pour chacune d'entre elles, et ma redécouverte de DS9 a été plutôt chouette. J'ai adoré revenir sur la série avec des yeux d'adulte et de fan de SF et de Star Trek. Et je dois avouer que je peux enfin comprendre pourquoi c'est la plus aimée des fans à ce jour, parce que quand elle est sortie, c'était pas du tout le cas. Parce qu'elle a vraiment su proposer quelque chose de très différent tout en restant respectueux du travail de Roddenberry et en ouvrant la voie vers de nouveaux potentiels pour Star Trek. On continue d'y explorer les grands sujets comme la diversité, l'autre, l'identité, tout en allant plus loin, avec des personnages principaux de couleur ou queer, ou en sortant du caractère séculaire qui imprégnait les deux premières séries. Ou encore avec les deux guerres exposées. Star Trek a toujours dépassé le reste de ses contemporains par sa volonté d'aller plus loin que le reste. Littéralement, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu, là où personne n'est allé auparavant. Et c'est pour ça que ça marche et qu'elle continue à être aussi pertinente, actuelle et moderne. Deep Space Nine, c'est définitivement la continuité de cette volonté d'aller de l'avant, là où personne n'est allé, pour présenter la vision d'un futur imparfait, d'un Starfleet beaucoup plus sombre que vu jusqu'alors, moins utopique, mais définitivement plus humain. Et c'est pour ça qu'elle est à part et bonne. Et en plus, la station est putain de stylée, mais regardez-moi ça! Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo sur DS9, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, notamment sur Instagram et sur YouTube et sur Twitter, je me suis refaite la plupart des séries Star Trek parce que j'ai revu DS9, Voyager, Enterprise, et bah du coup j'ai repris Discovery, Lower Decks et Strange New Worlds. J'ai pas encore revu TOS, et je pense que j'ai vu largement assez de fois TNG pour pas avoir à la revoir pour refaire une vidéo. Mais du coup, une vidéo par série va sortir, la prochaine qui va sortir sera Voyager, ensuite sera Enterprise. TOS n'est pas encore écrite, mais ça viendra, et j'attends du coup la fin de Discovery et de Lower Decks et de Strange New World pour faire des vidéos globales sur le sujet. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, notamment Instagram et Twitter, où je suis la plus active, à donner sur Tipeee si vous en avez les moyens et si vous en avez l'envie, voilà, pour soutenir la chaîne. Et d'ici là, moi je vous dis à bientôt dans l'univers.